Très bien, parfait. Bah écoutez, on va commencer. Donc là, l'ensemble des participants sont arrivés. Donc bonjour à tous. Donc alors pour me présenter très rapidement, moi c'est Alex. Je suis le fondateur du site Coach Recrutement. Après des études en école d'ingénieur puis en école de commerce, j'ai dirigé pendant 7 ans un cabinet de recrutement. Et dans le cadre de cette expérience, j'ai pu aider, accompagner peut-être plusieurs centaines de personnes à décrocher des postes, des emplois dans des grands groupes, que ce soit des belles PME françaises comme Mythic, Alain Felou, CGDIM, ou de grands groupes comme CGI, Thales et bien d'autres. Et aujourd'hui, au cours de cette conférence, je vais partager avec vous des best practices qui vous permettront de mieux réussir vos entretiens et tout au long du processus de recrutement. Euh, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Le but c'est que cela puisse vous être le plus profitable que possible, que cela puisse être voilà, que vous puissiez ressortir de cette webconférence qui va durer 1 heure. Donc on va se donner 1 heure pour aborder les points clés. Et à la fin de cette conférence, je vous donnerai les éléments également qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'aller plus loin pour justement bénéficier justement d'accompagnement de ma part de manière personnalisée. Donc, par rapport à cette webconférence, donc on va aborder plusieurs thématiques, notamment des best practices liées à votre CV, liées à votre lettre de motivation, également à l'entretien téléphonique qui précède généralement l'entretien physique, puisque cette étape bien souvent est négligée par des personnes qui sont en recherche d'emploi, alors que pour le recruteur, c'est un moment qui est tout aussi sélectif que le CV en réalité, c'est-à-dire que pour lui, c'est l'ultime filtre avant de vous consacrer 1 heure, voire 2 heures de son temps au cours d'un entretien. Donc pour lui, il va vous poser des questions et malheureusement, si à la fin, il vous dit quelque chose comme bah écoutez, j'ai bien pris note des éléments que vous m'avez communiqués, je reviens vers vous pour vous refaire un point. Bien souvent, le recruteur malheureusement ne revient pas vers vous ou vous dit tout simplement que vous recevez un mail pour dire que vous n'êtes pas intéressé, qu'il n'est pas intéressé. Et donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc c'est une étape qui est bien souvent négligé, mais qui est extrêmement important. Donc, je vous donnerai des best practices pour bien réussir aussi cette étape. Et je vous donnerai également des best practices pour faire en sorte de réussir justement également l'entretien d'embauche. Alors, hop. Alors, c'est une conférence qui va durer 1 heure. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Pour ceux qui suivent cette conférence en direct et ceux qui la suivront ou qui la suivent sous forme de rediffusion, vous pouvez m'envoyer un mail tout simplement à alex@coachrecrutement.com. Donc je me répète, donc alex@coachrecrutement.com et vous pouvez ainsi me poser des questions. Je pourrais malheureusement pas répondre à tout le monde, mais je ferai en sorte de répondre au mieux à vos questions si justement je vois que c'est quelque chose qui est opportun pour vous et je pourrais faire un point avec vous là-dessus. Voilà, donc par rapport à cette conférence d'1 heure, c'est 1 heure qui va être dense où je vais aborder des concepts de manière très rapide. Donc je vous invite à prendre de quoi noter et de couper toute forme de distraction, que ce soit votre téléphone ou toute autre chose, pour être le plus concentré que possible pendant cette heure où je vais partager avec vous quand même plusieurs best practices. Alors pour commencer, par rapport à votre CV. Donc bien souvent cette étape, c'est pas qu'elle est négligée, c'est juste que les candidats la plupart du temps n'ont pas toutes les armes, tous les éléments pour optimiser leurs résultats, leur impact vis-à-vis du recruteur. C'est une donnée qui est extrêmement importante, mais que bien souvent les candidats négligent, c'est qu'en réalité, euh,
votre CV, même si vous avez passé des heures et des heures à travailler dessus, quand vous envoyez votre CV, le recruteur ne prend en général que 20 secondes, grand maximum, pour, euh, pour, pour regarder votre CV. Pourquoi? C'est pas parce que il n'est pas intéressé par votre CV, c'est qu'en réalité, un recruteur, pour l'avoir été, pour certaines offres, je recevais parfois plusieurs centaines de candidatures et malheureusement, on n'a pas le temps de s'attarder sur très longtemps sur les CV de chacun. Pourquoi aussi? C'est parce que bien souvent, on ne traite pas qu'un besoin de recrutement, mais on va en traiter en moyenne entre 20 et 30 besoins de recrutement. Ça, c'est pour les cabinets de recrutement dans les cabinets de recrutement, c'est à peu près la moyenne, entre 20 et 30 appels d'offres de, de recrutement par recruteur. Quand vous êtes en contact direct avec un décideur, donc la RH qui recrute pour le compte de son entreprise, va en gérer une dizaine. Mais même dans cette dizaine, la réalité, c'est que ils vont passer 20 secondes quand ils reçoivent beaucoup de candidatures. Si effectivement ils en reçoivent peu, ils vont avoir le temps de s'attarder dessus. Mais dans ce cas-là, il faut se poser la question s'il y a pas un souci, à moins que vous avez une compétence hyper spécifique sur des métiers hyper spécifiques sur lesquels il y a peu d'offres, mais en même temps peu de candidats. Et auquel cas, effectivement, c'est possible. Mais dans les métiers, on va dire un peu plus classiques, que ce soit commercial, que ce soit comptabilité, juriste, que ce soit contrôleur de gestion, que ce soit marketing, communication, dans l'internet, web, etc., ou tout ce qui est technicien de manière générale, ce sont des postes qui sont assez récurrents et donc en réalité, le recruteur ne va s'attarder que très peu de temps dessus. Donc il est important à ce stade-là de faire en sorte de mettre toutes vos chances de votre côté pour impacter un maximum durant ces 20 secondes. Donc maintenant, comment vous y prendre? Déjà, la première chose à faire, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, mettez une photo. Attention, ça peut être un impact à double tranchant. En réalité, il faut mettre une photo que si et seulement si celle-ci vous met en avant, vous met en valeur. Je vous dis pas d'être Brad Pitt ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. L'important c'est que vous soyez professionnel sur la photo. En gros, que ce soit pas des photos de vacances. Et pour vous dire les choses, j'en ai vu certaines photos sur des posts, sur certains posts, et honnêtement, ça ne donne pas envie d'aller plus loin parce qu'on se pose la question par rapport au professionnalisme de la personne. Donc une photo qui soit dégagée, une photo sur lesquelles surtout vous êtes souriant, sur lesquelles vous ne faites pas la tête ou vous tirez pas c'est pas une photo d'identité, hein, c'est pas une photo de passeport où on vous demande de ne pas sourire. Bien au contraire, le fait que vous soyez souriant, que vous montrez vos dents, ça montre une certaine forme de franchise. Donc c'est de l'implicite, mais n'oubliez pas, avant d'être des recruteurs, les personnes justement qui vous font passer ces entretiens-là, avant d'être des recruteurs, ce sont avant tout et surtout des êtres humains. Donc, comme n'importe quel être humain, ils vont partir sur un a priori. Donc, cet a priori-là peut être positif ou négatif. Et qu'est-ce qui va donner cet a priori positif ou négatif? En réalité, c'est votre photo. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec votre physique ou quoi que ce soit. C'est uniquement dans ce que vous allez véhiculer en termes d'impact. Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous inspirez confiance? Est-ce que vous êtes bien habillé, c'est-à-dire de manière professionnelle? Est-ce que vous donnez une impression de dynamisme, etc., etc. Donc, ne serait-ce que la photo, ça apporte déjà en soi énormément. L'autre point, un autre point qui est parfois négligé, c'est la police. Les polices qui sont utilisées dans votre CV, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses ou trop petites.
typiquement, ça peut faire mal aux yeux et pareil, des couleurs qui sont trop flashy, comme le jaune par exemple. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais ça me paraît tellement évident que en fait, il faut vous mettre à la place du recruteur lorsqu'il reçoit votre CV et que c'est du jaune. N'oubliez pas qu'il le reçoit sur son écran et l'écran dans le jaune fluo un peu, bah mine de rien, on ne voit pas très bien. Et donc voilà, privilégier des couleurs qui peuvent être impactants, mais des couleurs quand même pas trop flashy. Et c'est comme pareil dans la façon de vous habiller. Hein. Il y a des codes vestimentaires qui font que quand vous vous habillez, on dit souvent qu'il ne faut pas marier plus de trois couleurs. Eh bien, dans un CV, c'est exactement la même chose. Si vous commencez à mettre trop de couleurs, ça fait une mauvaise impression. Donc du coup, ne serait-ce que ces b.a.-ba là, c'est important que ça soit maîtrisé. Ensuite également la police, c'est-à-dire que la police ni trop grosse ni trop petite, parce que si c'est trop petit, n'oubliez pas que le recruteur, vous ne savez pas combien de CV il a vu avant, à quelle heure est-ce qu'il va regarder votre CV, c'est peut-être à 18h, 19h le soir, il en a passé sa journée à déplier des CV encore et encore, il a peut-être mal aux yeux, et si vous pouviez lui faciliter la vie, ne serait-ce que sur des polices qui sont agréables à lire, hein, comme le 12 tout simplement, donc pas du 8, pas du 16 non plus, dans l'extrême ou pas du 20, etc. En termes de choix de police. Ensuite également, choisissez une typographie qui soit assez standard, que ce soit Times New Roman ou Arial. C'est des choses qui se passent bien. Maintenant, si vous êtes sur des métiers un peu plus artistiques, vous pouvez vous permettre d'avoir certains écarts, mais de manière générale, dans les métiers un peu plus conventionnels, plus traditionnels, une police standard convient parfaitement. Et ensuite, si effectivement vous êtes dans des métiers artistiques, bon, vous choisissez la police que vous voulez, mais attention également que cela reste lisible au commun des mortels, parce qu'il y a certaines polices, quand vous regardez par exemple sur Word, c'est illisible en réalité. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a ces polices-là. Donc voilà, choisissez quand même quelque chose d'assez standardisé et qui facilite la lecture pour le recruteur. Ensuite, sur votre CV, dans le fond, j'ai vu des CV qui faisaient des pages et des pages, certains qui faisaient 4, 5 pages. La réalité, si vous avez 5 ans d'expérience, vous ne devez pas excéder plus de 3, 4 pages. Ensuite, on entend souvent, oui, il faut tenir toutes vos expériences sur une seule page. Personnellement, donc moi je trouve ça complètement stupide comme conseil. Pourquoi? Parce que supposons que vous avez 5 ans d'expérience et même à la rigueur 10 ans d'expérience, que vous essayez de faire tenir vos 10 ans d'expérience sur une seule page, sachant que vous mettez vos formations, les loisirs, centres d'intérêt, les expériences, et condenser vos 10 ans d'expérience et chacune des expériences par une ligne, c'est beaucoup trop peu pour vous différencier et pour être impactant. En réalité, une bonne moyenne, c'est 2, 3 pages. 3 pages si vous avez 10 ans d'expérience, 2 pages si vous en avez 5. C'est très bien et ça suffit largement pour, euh, pour vous valoriser et sans trop en faire non plus. Donc ça, typiquement, ce sont des b.a.-ba qui sont bien souvent pas suffisamment maîtrisés par ceux qui recherchent un emploi. Pourquoi? Parce que ils sont un peu la tête dans le guidon, ils n'ont pas le regard d'un professionnel, ou alors ils vont demander des conseils à leurs petite amie, à leur femme, à leur mari, qui évoluent dans leur même cercle professionnel ou dans les mêmes façons de penser, de voir les choses, qui pourront parfois vous donner des conseils qui sont pertinents, mais ça ne reste pas la qualité d'un retour d'un professionnel qui sait qu'est-ce qui est impactant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ensuite, on peut se dire, oui, je vais le donner à une chargée de recrutement que je connais. C'est déjà un peu mieux, mais la réalité, c'est que une chargée de recrutement, donc qui est juste dans la position passive, finalement, c'est un peu comme dans les femmes.
Alors oui, j'ai eu un petit problème de son à l'instant. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer que le son refonctionne? Bon, petit problème technique. Si vous pouviez simplement me reconfirmer que c'est OK et que là le son passe bien. Alors oui, apparemment ça semble bien passer. Oui, donc alors n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions au fur et à mesure. Je vous disais, vous demandez, vaut mieux demander ça à un professionnel qui s'y connaît. En l'occurrence, par exemple, quelqu'un bah, comme moi, hein, tout simplement. Donc, typiquement pour la relecture de votre CV. Donc, à la fin de cette web conférence, je vais vous proposer un coaching personnalisé, si vous le souhaitez, et sur lesquels je pourrais donc vous faire un retour personnalisé sur l'ensemble de votre processus de recrutement, aussi bien sur votre CV, votre lettre de motivation. On va faire des simulations ensemble sur les entretiens par téléphone et entretiens physiques également, et donc qui vous permettra justement de maximiser vos chances. Donc c'est un coaching qui vous permettra également bah, de préparer des entretiens si vous en avez qui vont arriver prochainement sous peu et que vous souhaitez mettre toutes vos chances de votre côté. On va travailler tous les aspects qui sont essentiels pour maximiser vos chances et pour avoir fait ce type d'accompagnement des centaines et des centaines de fois, j'ai eu des résultats qui ont été excellents, qui ont permis à certaines personnes que j'ai coachées de faire des bons salariaux de plus qu'à 15 KE, donc plus de 15 000 euros à l'année brut annuel. Par rapport à leur précédent salaire ou occuper aujourd'hui des fonctions dans des grands comptes en tant que par exemple responsable achat international chez L'Oréal ou bien chez des groupes comme Findus ou bien d'autres également. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. Donc effectivement, là, vous allez déjà apprendre énormément dans cette heure de formation de web conférence, mais je vous invite également à faire ce coaching personnalisé. Et étant donné que vous suivez cette conférence en direct, vous pourrez bénéficier également d'une réduction sur le prix standard. Et il vous suffira pour les personnes qui suivent cette conférence en rediffusion de cliquer sur le lien juste en bas de cette vidéo pour justement accéder à la page de commande pour les sessions de coaching personnalisé. Alors, je réponds à quelques questions. Je regarde les questions qui sont les plus intéressantes. Donc, il y a un. Alors, il y a, ah tiens, ça c'est une question intéressante. Il y a Alexandre. Bonjour Alexandre. Donc Alexandre me pose la question qui pourra intéresser un bon nombre de participants, de personnes qui écoutent cette conférence. Donc, comment gérer les accidents de vie sur le CV, de passer de cadre de petits boulots, donc je crois que c'est ce que tu voulais, de passer de cadre à petit boulot. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Alexandre, si je comprends bien ce que tu m'écris, c'est que tu étais cadre avant dans ta vie et ensuite, suite à certains accidents de vie hein, qui arrivent, hein, il y a pas de mal, tu as dû donc dû gérer des petits boulots en attendant. Bah, effectivement, alors ça, il y a plusieurs façons de gérer ça. Typiquement, par exemple, il te suffit simplement, par exemple, je ne sais pas quel boulot tu fais. À la rigueur, tu peux me le mettre dans la question, quel boulot tu fais. Ça pourrait être plus simple du coup pour que je puisse exposer ton cas aux autres participants. Mais par exemple, supposons là, comme pour l'instant tu ne m'as pas dit quel boulot de cadre tu occupais avant, supposons que tu étais, je donne un exemple, par exemple, comptable. Allez, mettons que tu étais comptable, donc que tu étais cadre dans un grand groupe, que pour différentes raisons, tu as été obligé d'arrêter de faire des petits boulots. Eh bien, dans le nouveau CV que tu vas envoyer, je te recommande de ne pas forcément mettre ces petits boulots, mais de mettre, parce que c'est généralement on a tendance à faire des CV qui sont dans l'ordre chronologique, de partir du plus ancien au plus récent. Et rien ne t'empêche non pas de faire des CV qui sont chronologiques, mais des CV qui sont thématiques.
Donc c'est une autre approche, c'est une autre façon de faire son CV, c'est-à-dire par exemple si tu étais comptable, mais que également tu as été contrôleur des gestions dans ta carrière professionnelle, et que c'est des deux grands axes de ta carrière, tu peux mettre par exemple comptable, et en dessous tu peux mettre durant 7 ans par exemple, et là tu listes toutes les expériences que tu as fait dans tel grand groupe, Ernst Young par exemple, à tel cabinet, etc. Et de faire une deuxième grande rubrique qui correspond à ton expérience en tant que contrôleur de gestion. Et là où tu dis pendant 4 ans, par exemple, si c'était pendant 4 ans, et tu exposes là toutes tes expériences en tant que contrôleur de gestion. Et comme ça, au final, euh, tu masques entre guillemets les trous qu'il peut y avoir, et ça te permet de valoriser ton expérience de comptable et d'attirer plus facilement, d'obtenir plus facilement des entretiens. Donc le CV en soi ne va pas te permettre d'obtenir un poste, il va te permettre de décrocher plus d'entretiens. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à comprendre dans le processus de recrutement. Le CV et la lettre de motivation ne permet pas ne permet pas d'obtenir un emploi. Le CV et la lettre de motivation te permet de décrocher un entretien. Et c'est l'entretien physique qui te permet de convertir et de pouvoir obtenir donc une embauche. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Donc le CV, il faut le rendre suffisamment attractif pour te permettre de décrocher cet entretien. Et pour décrocher cet entretien, en gros, il ne faut pas te tirer une balle dans le pied, il ne faut pas, dans la mesure du possible, hein, ne pas mettre ces petits boulots qui sont peut-être hors cadre par rapport, beaucoup trop éloigné par rapport à ce que tu as pu faire et qui est valorisant sur ton CV. À la base, c'est ce que tu voudrais refaire. Et rien ne t'empêche ensuite, quand tu seras dans l'entretien d'embauche, de préciser à ce moment-là que typiquement, pour différentes raisons de vie, tu as accepté aussi d'autres emplois en attendant parce que tu as dû faire face à des urgences, et qu'aujourd'hui tu souhaites revenir à tes premiers amours qui étaient la comptabilité, et qui est à la base ton point fort, par exemple. Donc ça, c'est un exemple typique qui pourrait être utile. Euh, alors, ensuite, donc de toute façon, Alexandre, comme les autres, hein, parce que je vois que c'est des sujets qui peuvent être intéressants, donc je pourrais pas uniquement sur cette webconférence te faire juste un coaching personnalisé pour toi. Il faut aussi qu'on avance sur les autres points, mais en tout cas, je vais faire en sorte de pouvoir répondre à certaines de tes interrogations dans la partie recrutement que je vais aborder tout à l'heure, et je t'inviterai également, si tu penses que c'est pertinent pour toi, voilà, de suivre quand même soit la formation en ligne, hein, où je rentre dans le détail, beaucoup plus dans le détail, et où je donne des techniques pour justement bien faire son CV, sa lettre de motivation, où je donne un CV type, une lettre de motivation type, un, des formats, une structure type à suivre pour les entretiens, et ça te permet d'être beaucoup plus percutant, beaucoup plus voilà, et que ça soit beaucoup plus riche pour toi. Donc voilà sur les éléments que je voulais aborder sur le CV. Donc c'est des choses qui semblent basiques comme ça, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles beaucoup de personnes font ces erreurs sur la photo, sur la police, sur les couleurs, ne serait-ce que sur la hiérarchie des expériences. Parfois, il faut non pas faire un CV qui est chronologique, mais essayer de faire plutôt un CV qui est thématique et qui permet de rassembler du coup les expériences et de masquer parfois certains trous qu'il peut y avoir. Dans le titre également, mettez pas, surtout pas recherche d'emploi ou quelque chose comme ça, parce que quand vous mettez recherche d'emploi, ou pour certains stagiaires que j'avais vu à l'époque, mettez recherche de stage. Le problème, c'est que si vous êtes en recherche, en fait, si vous le marquez comme ça, si vous êtes en position de demandeur. Alors que si vous mettez par exemple consultant ou comptable confirmé 7 ans d'expérience, par exemple, c'est beaucoup plus valorisant. Donc le titre également a un impact, puisqu'encore une fois, n'oubliez pas, le recruteur ne va s'attarder que 20 à 30 secondes dans une première volée de lecture de votre CV. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire en sorte d'être le plus impactant que possible, avec un titre accrocheur, des polices qui soient facilement lisibles, etc. Alors,
Ensuite, la lettre de motivation. Donc encore une fois, comme je le précisais tout à l'heure, en 1 heure, je pourrais pas tout aborder, mais là, je vous donne quelques éléments clés qui vous permettront déjà d'avoir de meilleurs résultats. Mais si vous voulez aller plus loin, voilà, je vous proposerai à la fin de cette webconférence d'autres choses qui vous permettront d'aller plus loin là-dessus. Concernant la lettre de motivation, pareil, il y a des erreurs à ne pas faire. L'erreur la plus classique, la plus commune, ça paraît évident, ça paraît simple, mais ça fait mal au cœur de le voir, c'est les fautes d'orthographe. C'est bête dit ainsi, et après, de temps en temps, ça arrive, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'en fais. Hein, je suis pas, voilà, il m'arrive d'en faire par omission, ce genre de choses. Mais quand il s'agit de lettres officielles que j'écris, je passe et je repasse dessus, je relis et je relis. Et la lettre de motivation, c'est un peu pareil. C'est quelque part c'est l'image que vous véhiculez. N'oubliez pas qu'un recruteur ne vous voit pas. Il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas toutes les qualités que vous pouvez avoir, il ne sait pas que vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous avez des valeurs, que vous êtes volontaire, courageux, que vous en voulez, etc. Il ne sait pas tout ça. Ce qu'il sait, c'est uniquement ce qu'il va voir, c'est-à-dire, c'est-à-dire en gros votre CV, votre lettre de motivation au départ. Si votre lettre de motivation est bourrée de fautes d'orthographe, malheureusement, hein, ça ne donne pas envie. Et ça, quel que soit l'échelle et le niveau de ce auquel postuler, que ce soit ingénieur, que ce soit commercial, que ce soit dirigeant, etc., responsable, à toutes les échelles, les fautes d'orthographe, surtout pour les plus virulents, c'est pas admissible. Pardon. Il y a des recruteurs pour lesquels ça pose moins de problèmes, mais ça serait dommage de louper des opportunités à cause de ça. Donc, ne serait-ce que ça, prenez le temps de bien valider. Autre point aussi, évitez de faire des lettres qui sont standardisées. Ça prend pas si longtemps de personnaliser une lettre de motivation, mine de rien, qui peut être répétitif, qui peut être assez classique, un squelette identique. D'ailleurs, dans la formation que je vous propose, que je vais vous proposer à la fin, je donne une structure de lettre de motivation sur laquelle vous pouvez vous inspirer et ensuite, du coup, personnaliser ça à votre cas, à vous. Et en fait, une lettre de motivation, il faut la rendre un minimum personnalisée. Parce que, en fait, comment les recruteurs recrutent? Parce qu'ils ont aussi des techniques de recrutement pour aller vite, pour gagner en efficacité, en productivité. Et en fait, ce qu'ils font, en réalité, c'est qu'ils font plusieurs piles. C'est-à-dire que le premier filtre qu'ils font, ils le font très vite, 20 secondes sur un CV. Ensuite, ils écartent en troisième pile ceux qui ne retiennent pas. Ils mettent en pile entre deux, la pile 2 et la pile 1, c'est ceux qui attirent leur attention. Et la pile 1, c'est ceux sur lesquels ils vont entrer dans le détail. Donc, une fois que votre CV est OK, c'est OK pour le recruteur, il va s'attarder à la lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, il va regarder finalement qu'est-ce que vous dites, pourquoi vous êtes là, votre motivation. Et si vous êtes standard, si vous êtes bateau, et que vous n'avez pas de personnalité, et au final, vous n'êtes pas différenciant. Donc, ne serait-ce que faire en sorte de personnaliser votre CV au minimum à l'offre d'emploi correspondant. Ensuite, dans la formation que je vous propose, je vous donne plein de best practices, plein de trucs et astuces pour être beaucoup plus impactant, beaucoup plus différenciant et finalement vous différencier de la masse et faire en sorte de sortir du lot. Et ça, justement, ça vous permet justement de faire cette différence. Par exemple, à la fin, la plupart des recruteurs mettent à la fin veuillez agréer monsieur, madame, l'expression de mes sincères salutations ou voilà, ou une formulation à peu près de ce genre. En réalité, personne ne lit. Et moi, dans la formation que je vous propose, je vous donne une formulation qui est complètement différente et qui là vous rend vraiment unique, vraiment spécifique et qui vous permet de vraiment faire la différence et de vous rendre en même temps beaucoup plus humain et beaucoup plus voilà, de rendre votre CV plus personnel en fait, plus personnalisé, tout en restant professionnel. Et ça, c'est le bon équilibre à trouver. Rendre votre CV personnalisé et professionnel à la fois.
Donc voilà, ça c'est les points qui sont importants. Et pareil aussi sur la lettre de motivation. Là, par contre, faites en sorte de faire tenir ça sur une page. J'ai tendance à dire, au lieu de sortir, et ça c'est un conseil qui vaut de l'or, euh, au lieu d'essayer de respecter un schéma classique, au lieu de respecter un format type froid, sans saveur, sans odeur, complètement inerte et sans vie, mettez vos tripes sur la table. Faites en sorte de rendre votre lettre de motivation vivante. Parlez de vos convictions par rapport à votre emploi. Je préfère une lettre de motivation, moi, où quelqu'un me dit j'ai la conviction que que le métier que je fais est peut-être, par exemple, je vous donne un exemple de commercial, par exemple. Je préfère un commercial qui me dise, pour moi, la vente, c'est plus qu'un métier, c'est avant tout une passion. Et j'ai à cœur de faire le métier de commercial parce que j'ai la conviction que c'est là peut-être l'un des plus beaux métiers au monde. Parce que à travers ce métier, on peut proposer des services, on peut proposer des produits à des clients où on sait que ces produits et ces services-là leur seront extrêmement bénéfiques. Et si quelqu'un m'écrit ça, ou si quelqu'un me dit ça, encore mieux en entretien d'embauche, pour moi, je le trouve 1000 fois plus valorisant, 1000 fois plus différenciant, 1000 fois plus impactant que toutes les personnes qui pourraient voilà, me sortir des phrases bateaux sur une lettre de motivation. Donc réellement, et faites en sorte de pouvoir mettre ce que vous avez en vous, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce que cela vous inspire, quel sens vous donnez à votre métier. Et ça, c'est beaucoup plus différenciant, c'est beaucoup plus impactant que, que ce que la plupart, et en gros, ce que font 99% des candidats qui envoient des lettres de motivation froides, sans saveur, sans odeur, où il n'y a pas de vie. Et ça donne malheureusement pas spécialement envie et vous sortez pas du lot. Donc, je vois des participants qui ont rejoint la conférence entre-temps. Donc, bonjour à ces personnes-là, notamment à Isabelle, à Denis, par exemple, qui nous ont rejoints. Donc, comme je vous disais, donc dans cette web conférence qui va durer 1 heure. Donc là, on est déjà théoriquement un peu plus de la moitié du temps, mais je vais faire en sorte de dépasser un peu si vous souhaitez rester, étant donné que j'ai encore pas mal de choses que je souhaiterais partager avec vous. Là, je suis que sur la lettre de motivation, donc ça va peut-être dépasser un peu. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et sachant que effectivement cette webconférence, je vais vous apporter en tout cas beaucoup d'éléments qui vont vous permettre d'amorcer la pompe. Et à la fin de cette webconférence, je vais vous donner aussi des outils, en tout cas des possibilités, si vous le souhaitez, de bénéficier de conseils plus personnalisés à votre situation, à votre cas à vous, pour aller plus loin et de pouvoir faire en sorte du coup de réaliser un coaching personnalisé avec moi si vous le souhaitez. Ou par exemple de suivre une formation que j'ai réalisée, qui se fait sur Internet et où je vous donne les outils, les best practices, où je rentre dans le détail, où je vous donne un exemple de CV type que vous pouvez utiliser, une lettre de motivation type que vous pouvez ensuite adapter, personnaliser à votre situation à vous, et où vous pourrez également bénéficier de tous les conseils best practices où je rentre dans le détail pendant là on a malheureusement qu'1 heure où je vais essayer de condenser un maximum quelques éléments qui vous permettront déjà d'avoir des résultats. Mais cette formation qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complète, vous permettra d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des résultats qui seront beaucoup plus importants. Et étant donné que vous participez là à la formation sous la forme enfin cette web conférence en ligne, vous pourrez bénéficier également d'une réduction sur ce programme. Alors voilà pour les points qui étaient pardon, qui étaient importants sur la lettre de motivation. Je regarde, tac tac tac. Alors ensuite, je vais maintenant passer à l'appel téléphonique. Et l'appel téléphonique, généralement, donc une fois que vous avez un bon CV, une bonne lettre de motivation, donc sur ces lettres de CV de motivation, sur le coaching personnalisé que je vous propose, je vous fais un feedback
au réel et où je travaille avec vous justement votre CV, votre lettre de motivation pour la personnaliser à votre cas à vous, à votre situation à vous, où je vous entraîne aussi sur l'appel téléphonique justement pour que vous puissiez être plus impactant, être plus fort, puisque au téléphone, et ça c'est un des points que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'en réalité, la personne au téléphone ne vous voit pas. La personne ne sait pas à quoi vous ressemblez et elle se basera donc du coup sur la façon dont vous allez communiquer, l'intonation en gros de ce que vous allez dire. Et on dit souvent que dans l'impact d'une communication, il y a 5% qui correspond finalement aux mots que vous employez et 30% correspond à l'intonation de ce que vous allez dire. Et par rapport au silence, également au silence que vous mettez. Par exemple, là, j'ai voulu mettre un silence. Et ce silence-là, typiquement, fait que vous avez été normalement un peu plus attentif par rapport à ce que je disais. Pourquoi? Parce que justement, les silences créent un temps mort. Et ce temps mort, généralement, permet de reprendre l'attention des participants, l'attention de votre interlocuteur au téléphone. Et ça, c'est des exercices qu'il faut savoir manier. Donc ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles je vous entraîne, où je vous pose des questions pour voir comment vous réagissez aux questions classiques qu'on vous pose au téléphone. Et également, du coup, par rapport également à ce que au coaching que je vais vous proposer aussi, on va travailler l'entretien d'embauche. Donc, on fera des simulations pour qu'on travaille ça ensemble. Déjà, sur l'appel téléphonique, comme je vous disais, donc, l'impact de vos mots, la façon dont vous allez dire les choses, les silences que vous posez et également, du coup, la maîtrise de votre sujet. Ça, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, étant donné que pendant 7 ans, j'étais dirigeant d'un cabinet de recrutement, j'en ai fait passer des appels. Et bien souvent, des candidats, en fait, sautent cette étape. Ils négligent cette étape. Ils pensent que la partie la plus importante, c'est le CV et la lettre de motivation. Mais en réalité, le CV et la motivation ne vous permettent simplement que de décrocher éventuellement un entretien téléphonique ou un entretien physique directement. Mais il ne vous permet pas d'avoir le poste directement. C'est l'entretien physique qui vous permet d'avoir le poste. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Et l'appel téléphonique est une étape intermédiaire. Et donc, sur cette étape, il faut aussi la réussir. Donc, ce qu'il faut faire, typiquement, moi, ce que je vous préconise, ça c'est une astuce que je vous donne, c'est de ne pas répondre tout de suite à la personne. Privilégier le fait d'utiliser, comme par exemple, quand vous donnez votre numéro de téléphone et que c'est un numéro que vous ne connaissez pas, donc et que vous savez que vous êtes dans un processus où vous avez envoyé des CV, votre lettre de motivation, que vous avez postulé à des offres d'emploi, c'est de ne pas répondre tout de suite au téléphone. Pourquoi? Parce que du coup, c'est mieux que si c'est la personne qui vous laisse un message. Parce que du coup, vous allez savoir qui est-ce qui vous a appelé et de pouvoir reprendre l'appel d'offres, l'offre d'emploi que vous avez reçue, et de pouvoir la relire, de pouvoir relire le poste parce que parfois on postule sur pas mal d'offres en même temps et on peut vite être submergé et ça le fait vraiment pas quand un recruteur vous appelle et que vous dites au téléphone, ah bon, vous pouvez me rappeler c'était quoi le poste sur lequel j'ai postulé? Honnêtement, ça le fait vraiment pas. Donc, pour éviter ça, privilégiez le fait de laisser le recruteur vous laisser un message, de pouvoir du coup reprendre l'offre d'emploi que vous avez postulée. Donc, ça nécessite du coup un petit travail en amont de votre côté sur chaque offre que vous postulez, de faire un copier-coller, de mettre ça sur un fichier Word que vous enregistrez où vous avez l'historique de vos candidatures pour reprendre du coup telle entreprise vous avez postulé, etc. et correspondant à quelle offre. Donc ça demande une petite organisation personnelle, mais en faisant ça, vous reprenez l'offre et vous êtes du coup beaucoup plus préparé. Une fois que vous allez appeler le recruteur, vous serez beaucoup plus préparé, vous serez à l'aise. Et moi, par exemple, pour vous donner une anecdote, il m'était arrivé d'appeler des candidats qui étaient dans le train et c'est extrêmement désagréable d'entendre le téléphone sauter, couper, de devoir rappeler, etc. Et même si on est
plein de bonne volonté, on veut faire en sorte d'être à l'écoute de la personne, bah, en réalité, c'est que ça nous gasse et que ça peut être vite énervant et on se dit et que c'est énervant et ça joue pas en votre faveur. Donc du coup, faites en sorte d'être le plus détendu possible et dans un lieu tranquille où il n'y a pas trop de bruit chez vous, tranquillement. Voilà. Une autre astuce également pour faire en sorte d'être plus à l'aise au téléphone, parce que parfois certaines personnes ne sont pas à track. Donc ça, vous rassurez-vous, c'est des choses qu'on va travailler ensemble, que ce soit dans la formation dont je vais vous parler à la fin, ou bien sous la forme de coaching, où on travaille tout ça. Mais une petite astuce également, c'est de faire en sorte de pouvoir écouter, de pouvoir appeler la personne avec. Ah, voilà, il y a eu quelques. Alors, effectivement, il y a eu encore quelques soucis de son apparemment. Donc là, j'espère que qu'on entend bien, en tout cas, puisqu'il y a eu un. Le logiciel m'indique qu'il y a eu un petit saut en termes de son. Donc là, j'espère que c'est OK pour vous. Donc n'hésitez pas à me confirmer par un oui que c'est OK pour vous. Ça semble bon, en tout cas, de mon côté. Euh, hop. Ouais, donc effectivement, oui. Donc c'est bien parce qu'on tombe plein pile poil sur où je vous parlais du fait que ça saute quand vous êtes sur un appel téléphonique, c'est désagréable. Bah typiquement, Alexandre me dit en rigolant que typiquement ça saute et c'est très désagréable avec un petit smiley. Donc un petit clin d'œil à toi, Alexandre. Donc il dit ensuite, je rigole bien évidemment. Mais tout ça pour vous illustrer ça, c'est que parfois quand vous êtes dans le flux de ce que vous dites, ça peut être désagréable effectivement pour l'autre qu'il y ait des coupures. Et un recrutement, typiquement, et là je vous rassure, hein, c'était pas fait exprès, mais c'est tombé en pile poil à ce moment-là, mais ça illustre bien ce propos du coup, que les coupures comme ça peut être désagréable du coup pour le recruteur et pour vous. Donc du coup, ça vous permet de vous mettre là à la place du recruteur et de voir qu'effectivement, c'est pas spécialement agréable. Et donc, du coup, quand vous êtes dans ce processus de recrutement, privilégiez de laisser le recruteur vous laisser un message, de reprendre la fiche, de vous repréparer qu'on peut vous poser. Typiquement, pour Alexandre, par rapport à sa question, si dans ton CV, tu avais mis des trous et que tu as fait le choix de laisser ces expériences-là, de pouvoir travailler les questions qu'on te pose. Et bien souvent, si vous avez passé déjà plusieurs entretiens, on a dû vous poser plusieurs fois la même question ou les mêmes questions sur lesquelles vous butez. Et bien ces questions-là, même si vous n'avez pas le poste, c'est l'expérience que vous avez eue du processus de recrutement. Donc au lieu voilà, de cogiter dans votre coin et de trouver ça triste, malheureux, vous ne décrochez pas les postes, essayez d'être actif et de voir le bon côté des choses, dans le sens où finalement ces entretiens que vous passez, ça vous permet à la fin de l'entretien de l'entretien téléphonique ou physique, hein, de dire ok là tiens bon j'ai pas eu de poste mais on m'avait posé cette question là typiquement sur le trou dans mon CV, bah j'ai pas su répondre. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme argument? Comment je pourrais présenter les choses pour que ça passe mieux? Et là, ensuite, sur la fois précédente, vous testez pour voir si ça passe mieux ou pas. Donc, dans l'échec que vous vivez, parce qu'il y aura des échecs, hein, c'est comme ça, essayez de valoriser ces expériences-là en essayant de retirer de l'expérience et du coup de pouvoir au fur et à mesure peaufiner, affiner les réponses que vous allez donner aux recruteurs. Et ne serait-ce que faire ça, vous verrez que ça va vous permettre de vous rendre bien meilleur. Donc tout ça, effectivement, et également, on travaille ça ensemble dans les coachings personnalisés.
que j'ai avec vous, ou bien c'est des questions que vous pouvez me poser également si vous intégrez la formation également. Donc voilà, ça c'est les points que je voulais évoquer avec vous sur l'appel téléphonique. Donc l'intonation, la façon dont vous allez dire les choses, les silences que vous posez, le fait d'être à l'aise, d'être préparé lorsque vous appelez le recruteur et de le laisser lui vous appeler, de préparer vos questions, réponses standards que les recruteurs ont l'habitude de vous poser, sur lesquelles quelques personnes ne parlent en entretien d'embauche. Effectivement, on vous a dit et vous avez dû déjà entendre ça, que dans un entretien, c'est mieux de venir plutôt bien habillé. C'est-à-dire que pour les hommes, d'être en costard cravate. Et ça, honnêtement, même si vous êtes, si vous, peu importe le poste que vous occupez, que ce soit directeur, encore plus si vous êtes directeur, si vous êtes conseiller, si vous êtes comptable, si vous êtes dans la communication, si vous êtes, etc., dans des métiers qui sont quand même assez normés, même si vous êtes technicien, etc., venir en costard cravate vous permet déjà d'être soit différenciant ou soit ne pas être pénalisant ou que ça ne soit pas pénalisant pour vous. Donc dans tous les cas, ça ne peut être que valorisant, sauf pour des métiers qui sont liés au domaine de l'artistique où effectivement là ça peut être mal perçu si vous êtes complètement vous êtes en costard cravate parce que c'est pas la dynamique. Mais dans les métiers qui sont plus conventionnels, le costard cravate en entretien reste de rigueur et ça permet en plus de vous mettre en confiance parce que généralement le costard cravate, les hommes le portent plutôt bien et donc du coup ça vous valorise, met en confiance et de vous savoir être en plein possession de vos moyens. Maintenant, une chose que les gens ne disent pas forcément, c'est en fait de venir en ayant une bonne mine. C'est bête ce que je vous dis là, mais ça fait toute la différence. Pourquoi? Déjà, je vais rentrer sur le pourquoi. Il faut comprendre la psychologie de groupe. L'être humain, avant d'être un être humain est un être humain, mais c'est aussi un animal social, donc qui a une groupe. Quand vous intégrez une entreprise, vous intégrez un groupe. Et un recruteur qui recrute un nouveau membre de sa tribu, finalement, il va choisir les profils qui sont les plus aptes à la survie du groupe. Et ça, biologiquement, en fait, c'est la raison pour laquelle on a des peurs qui sont liées, par exemple, au stress de parler en public, parce que c'est des peurs qui sont ancestrales, qui sont ancrées en nous, qui sont liées à notre survie personnelle. Puisqu'à l'époque, quand vous étiez, parce on vivait dans des tribus qui étaient plus petites, de l'ordre d'une centaine de personnes, et à l'époque, le fait d'être exclu de la tribu faisait que vous aviez plus de chances de mourir parce que vous vous retrouviez tout seul dans la jungle, exclu du groupe, et donc avec juste vous vous ne pouviez compter que sur vous pour survivre. Alors que vous, si vous étiez dans un groupe, vous augmentiez vos chances de survie. Et c'est ce qui a amené, du coup, puisque du coup, ces peurs-là sont restées ancrées en nous, même si la société a évolué. Finalement, la biochimie de notre cerveau n'a pas évolué si vite et est resté le même en fait